comme technicienne en santé animale. Puis c'est moi qui vais vous faire la présentation du webinaire aujourd'hui. Le projet, dans le fond, du tableau de bord de gestionnaire ovin, c'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026. Alors, dans la présentation, aujourd'hui, on va discuter de l'importance de suivre ces données et de quelles données on doit suivre. Je vais vous faire une courte présentation sur notre outil, le tableau de bord du gestionnaire ovin. Ensuite, on va voir la lecture et l'interprétation des indicateurs clés pour passer à l'action avec ses propres données. On va voir comment intégrer la collecte de données au quotidien et je vais vous parler de notre nouveau service d'accompagnement qu'on a développé dans le cadre du dernier projet, dans la dernière année au CEPOC. Alors, pourquoi suivre ces données? C'est une bonne question. Selon Peter, on ne peut améliorer on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Alors, dans le fond, c'est logique, hein? Si on ne prend pas de données, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on performe le mieux et où est-ce qu'on doit s'améliorer. On va suivre nos données pour optimiser ses performances individuelles et organisationnelles dans le but d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Ça va nous permettre de prendre des décisions plus éclairées, adapter des stratégies et savoir sur quoi travailler aussi. Ça va être pour se remettre en question dans ses pratiques et être en constante amélioration. Et par le fait, ça va favoriser en même temps le bien-être et la santé de nos animaux. Il y a quand même plusieurs études qui montrent qu'un élevage qui est bien équipé et bien suivi, que ça peut permettre de réduire là, de 10 à 20 les pertes d'aliments. Ça va diminuer le taux de mortalité néonatale. Ça va permettre de réduire les interventions au niveau des vétérinaires, puis d'améliorer les performances laitières jusqu'à plus de 15%. Fait que c'est quand même pas négligeable là, comme amélioration qui peut être apportée à l'entreprise juste en prenant des données. Pourquoi prendre des données? Bien, ça va contribuer à la base de données nationale. On va pouvoir évaluer les performances moyennes des races et des croisements. Plus on a de données, évidemment, plus on a de résultats significatifs aussi, puis c'est bénéfique pour l'ensemble de la filière en même temps par le fait même. Fait que pour apporter des améliorations significatives, il est essentiel de pouvoir quantifier et suivre les progrès. Ça permet d'identifier les points faibles et les secteurs nécessitant une attention particulière. Fait qu'on va être capable de savoir où on doit s'améliorer. Quelles données suivre maintenant? Il y en a beaucoup de données, hein, on le sait. Vous avez l'embarras du choix ici. Là, je vous montre les données au niveau de la gestion du troupeau. L'historique de reproduction, par exemple, l'âge au premier agnelage. Vous avez aussi la gestion des agnelages, la reproduction, le taux de prolificité, le taux de fertilité. On a aussi l'alimentation. Est-ce que tous les animaux ont accès, par exemple, à de l'eau de qualité et en quantité suffisante? Comment on gère les suppléments de minéraux et de vitamines? On a aussi, au niveau des performances de croissance, les poids de nos agneaux au sevrage, les GMQ 50-100 jours, le logement et les conditions ambiantes. Est-ce que notre litière est propre? Est-ce qu'on fait l'écurage régulièrement? La densité animale, l'espace mangeoire, est-ce que c'est adéquat avec le nombre d'animaux que nous avons? L'économie et la rentabilité, ainsi que la main-d'œuvre et la gestion. C'est toutes des données qu'on peut suivre, puis c'est à vous de choisir lesquelles données que vous préférez suivre. Alors, on a développé, comme je vous disais tout à l'heure, le tableau de bord du gestionnaire ovin dans les dernières années au CEPOC. C'est un outil parmi tant d'autres. Il existe beaucoup d'autres outils ou d'autres logiciels de régie. Ici, dans le fond, on va se concentrer sur le tableau de bord. Fait que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des value box. Il y a plusieurs données qui sont rapidement... c'est visuel et c'est rapide d'accès. Je vais vous faire une petite démonstration de l'outil. Vous allez avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça a l'air. Quand vous ouvrez, dans le fond, votre tableau de bord, ici, c'est la bergerie des prés. C'est un
un rapport démo, dans le fond, qu'on a rendu anonyme. Le tableau de bord, il va se mettre à jour à toutes les semaines. Par exemple, ici, vous voyez la roulette, c'est le nombre de brebis que vous avez avec les âges moyens. On a 28 brebis de 2 ans, 25 brebis de 3 ans. En rouge, ben, c'est les brebis de 8 ans et plus qui demandent peut-être une attention particulière. Si cette semaine, par exemple, vous envoyez au CEPOC l'achat de nouvelles brebis, si vous achetez 30 nouvelles brebis, et ça va se mettre à jour en fin de semaine. Puis, ça va être la semaine prochaine que vous allez avoir accès à votre nouveau rapport. Fait qu'à toutes les semaines, c'est mis à jour. Si vous envoyez des nouvelles données, vous y avez accès assez rapidement. Ici, vous avez un tableau là, qui se donne un aperçu de certains indicateurs clés. Je vais vous le montrer plus en détail tout à l'heure. À droite, ici, on a certains value box. Fait que c'est quand même un outil, pour ceux qui ne le connaissent pas, assez coloré et assez visuel. Fait qu'on voit rapidement, là, au cours des 12 derniers mois, notre mortalité naissance-sevrage se situait à 12,3. On est capable rapidement de voir les points à améliorer ou ceux-là où on performe le mieux. On a ici un tableau, c'est au niveau de la classification là, des classements à l'abattoir. Puis on a un petit tableau ici qui nous sort la liste des brebis à réformer. C'est selon l'intervalle d'agnelage. Les brebis qui ont plus de 300 jours d'intervalle d'agnelage vont apparaître dans le petit tableau ici. Et on va aussi pouvoir les retrouver dans l'onglet Inventaire. Fait que dans le fond, on a 3 onglets différents en haut qu'on va pouvoir utiliser pour suivre nos performances. On a l'aperçu de l'inventaire. On retrouve encore notre petite roulette de brebis. Puis on a ici les béliers. On va aussi retrouver les agneaux nés dans les 10 dernières années, l'inventaire des brebis actives, les top brebis, les brebis à réformer selon l'intervalle d'agnelage, c'est ce que je vous disais tantôt. On peut faire des tris par ordre croissant ou décroissant. Fait que c'est toutes les brebis qui ont plus de 300 jours d'agnelage vont être ici. Si vous les classez en ordre décroissant, c'est elle qui a la plus longue durée. Vous pouvez extraire les sélections que vous faites, soit en Excel, en CSV ou en PDF. Vous pouvez aussi ajouter un tri. Par exemple, vous voulez celles qui ont plus de 350 jours d'agnelage uniquement. C'est aussi possible. Vous faites le X pour revenir comme c'était avant. On a aussi les brebis à réformer selon le poids de portée. On a aussi l'inventaire des béliers. Dans l'inventaire des béliers, qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'en descendant ici, vous avez les données moyennes de croissance de la progéniture de chacun des béliers. C'est sûr que si vous travaillez avec des groupes de béliers pour vos saillies, si vous mettez par exemple 3 béliers dans un parc de saillies, vous ne pourrez pas évaluer ce petit bout-là. Par contre, ici, on a des béliers qui ont été... on est capable d'identifier dans le fond les paires de la progéniture. Puis si, par exemple, vous voulez aller voir votre bélier qui performe le mieux, mais vous pouvez venir au niveau du GMQ 50-100 jours, par exemple, vous pouvez venir ici puis trier en ordre décroissant. Fait que vous êtes capable de voir que le bélier 600, il y a eu de la progéniture qui ont fait en moyenne un GMQ de 50-100 jours de 429 grammes, contrairement au bélier 450, que lui est plus à 249 grammes. Fait que vous êtes capable de quand même rapidement là, de voir peut-être plus le bélier aussi qui performe le moins si vous en avez un à changer éventuellement. Puis encore là, ici, ça peut être extrait en CSV, en Excel ou en PDF. Ensuite, on a l'onglet des performances. Fait que dans Aperçu des performances, ici, que je vais juste un petit peu dézoomer. J'espère que vous voyez encore bien. Qu'est-ce qui est chouette là, dans ce tableau-là, c'est que dans le bas ici, on a tous les groupes contemporains. Par exemple, ici, le groupe 2025-1. Si vous mettez votre curseur dessus, vous voyez que c'est le groupe d'agnelage moyen du 23 février 2025, que dans ce groupe-là, il y avait 131 agneaux. Puis, les petits points dans chaque graphique représentent ce groupe d'agneaux, dans le fond. Puis, on voit qu'il y avait une moyenne de nombre nés par agnelage de 2,90, moyenne de nombre sevré de 2,5. On a ici le pourcentage de bouteilles, la mortalité sevrage-abattage, la mortalité naissance-sevrage, puis on a le poids moyen sevrage ajusté à 50 jours. Ici,
vous voyez, là, il y a 3 graphiques où que le graphique arrête ici, continue pas. C'est que dans le fond, la pesée sevrage, la pesée 100 jours n'a pas été encore envoyée pour le groupe 2025-2. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas encore les données dans le fond. Mais on peut voir ici aussi, vous avez... Oh, je pense qu'il y a un micro d'ouvert. Je m'en occupe, Marc-Claude. Merci. Fait qu'ici, dans le fond, le groupe 2025-1, vous voyez qu'il y avait un GMQ de 241 grammes. C'est un groupe qui contenait 131 agneaux au départ, mais qui a 35,71% des agneaux qui ont été pesés. Ça veut dire qu'on peut penser que cette entreprise-là probablement fait beaucoup d'agneaux légers, là, puis c'est les agneaux qui restaient pour la pesée 100 jours. Ou il y a des agneaux qui ont vraiment mieux performé. Vous avez ici les value box pour le poids sevrage moyen, mortalité naissance. C'est un petit peu comme on a vu dans la première page. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? C'est l'intervalle d'agnelage moyen, puis le rythme d'agnelage et l'âge au sevrage. Si vous voulez vous comparer maintenant, parce que c'est ce qui est aussi super chouette de cet outil, c'est qu'on peut se comparer avec un groupe de référence. Vous avez juste à cliquer sur le value box. On va regarder la mortalité naissance-sevrage. Vous avez ici les 25% supérieurs dans le groupe de référence, puis les 25% inférieurs. Fait que ça vous permet de voir, vous, où est-ce que vous vous situez par rapport au groupe de référence. Puis si jamais, par exemple, pour le pourcentage, on va voir le pourcentage de bouteilles. Si vous laissez toujours 2 agneaux à la bouteille, puis vous ne voulez pas vous comparer aux autres, il suffit juste de venir enlever ici les lignes de comparaison, puis vous pouvez vous comparer avec seulement vous-même. Puis vous voulez voir, par exemple, depuis 2024, là, comment a été mes groupes au niveau de l'allaitement artificiel, bien, vous pouvez zoomer. Puis juste en double-cliquant, on revient à la normale. Depuis cet été, dans le fond, Alexandra a beaucoup travaillé pour améliorer l'outil suite aux commentaires qu'on a eus des producteurs et des intervenants là, sur le projet. Les nouveautés qu'on a, c'est entre autres ici la période de mortalité naissance-sevrage. On est capable de voir en mauve les morts 11 jours sevrage, en rouge les morts dans les 10 premiers jours, en vert les morts nés, en orange les avortons, en bleu les fœtus momifiés. Fait que quand on voit ici, là, comme le groupe 2024-2, il y a beaucoup de vert, on peut supposer qu'il y avait peut-être un manque de présence à la ferme, par exemple. Puis si c'est plus au niveau des morts-nés, on peut peut-être penser qu'il y a eu peut-être un petit manque là, au niveau des soins au nouveau-né à la naissance. Fait que ce graphique-là, c'est un peu mon préféré. Là. Ça nous permet de faciliter les réponses, en fait, aux questions qu'on a. Les nouveaux aussi qu'on a eu, c'est le poids naissance puis le GMQ 0,50 jours. Ça, c'est des nouveautés qu'on a depuis cet été. Puis, on a l'onglet classement à l'abattoir. Fait que quand on va dans aperçu du classement, on voit en bleu les mâles, en rose les femelles. Puis, la ligne médian ici, c'est au niveau du classement. On peut aussi avoir juste les mâles ou avoir juste les femelles. Yep, comme ça. Fait que quand on regarde les deux, ben, on est capable rapidement de constater qu'on a peut-être un petit problème au niveau des classements, au niveau des femelles. Les femelles sont portées à plus de classés dans notre entreprise. Ensuite, on a la date d'abattage, indice d'abattage, l'épaisseur de gras, l'âge à l'abattage, les poids carcasses, puis les GMQ, 100 jours abattage. C'est des graphiques peut-être un petit peu moins évidents à lire, mais encore là, on peut aller enlever, si on veut voir juste nos femelles, on peut aller enlever toutes les mâles, puis par contre, il y a des... faut faire attention, il y a comme des graphiques selon les poids des carcasses. Alors, ça fait un tour très rapide sur la démo du tableau de bord du gestionnaire à vin, parce qu'on pourrait passer presque une demi-journée dessus. Mais ça vous donne une petite idée quand même. Là. Vous voyez que c'est un outil très simple à utiliser et très dynamique, c'est très visuel aussi.
Le tableau de bord, dans le fond, c'est pour tous les éleveurs de moutons, que vous soyez en race pure ou en production commerciale. Le tableau de bord peut vous aider autant au niveau de la comparaison, de vous comparer avec le groupe de référence ou de vous comparer avec vous-même. Vous voyez rapidement qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre entreprise. Puis comment que ça fonctionne, dans le fond, c'est on a besoin d'un minimum de données. Puis l'importance de la qualité des données fournies, hein, c'est sûr que si vous donnez pas tous vos biberons ou pas toutes vos pesées, ben on a moins de qualité de données à analyser. Fait que c'est important d'envoyer des données justes. Qu'est-ce qu'on demande? C'est la date de naissance et l'identifiant des agneaux. On demande l'identifiant de la mère, des agneaux et du père si vous faites des groupes de saillies avec juste un bélier, par exemple. Si vous faites des groupes de saillies avec plus d'un bélier, ben on met père inconnu. On va demander la taille de portée. Si les agneaux ont été élevés à la bouteille, à l'allaitement artificiel ou par une nourrice, il faut l'identifier aussi. On va vouloir le poids naissance, le poids au sevrage, en moyenne à 50 jours, mais c'est vraiment la pesée. Souvent, dans la majorité des cas, c'est la pesée sevrage. Puis, on va vouloir une pesée aussi en moyenne 100 jours d'âge. Puis, les mortalités, dans le fond, on veut l'identifiant de l'agneau, puis la date de mortalité précise pour pouvoir la classer, là, comme vous avez vu dans le graphique là, au niveau des moments de mortalité. Fait que vous voyez que le tableau de bord, c'est plusieurs indicateurs clés. Comme par exemple, ici, on a le pour sevrage, mortalité, naissance. Ça va vraiment jouer sur les décisions que vous allez prendre. Vous allez pouvoir vous fixer des objectifs aussi stratégiques, puis pouvoir les réaliser plus facilement, puis voir l'évolution de vos objectifs aussi dans le temps. Maintenant, on va passer à l'action à partir de nos données. Quelques aspects de la régie technique pouvant être travaillés et adaptés pour améliorer les indicateurs clés et obtenir une productivité accrue. On va travailler au niveau de la régie post-agnelage des agneaux, la régie alimentaire des brebis, la régie entourant les techniques de dessaisonnement, les accouplements et l'utilisation d'un bélier terminal, puis la régie des agneaux à l'engraissement. Point numéro 1 qu'on va voir, le premier indicateur clé qu'on va voir, ça va être la mortalité naissance-sevrage. Moi, dans le fond, je suis conseillère au CEPAC en lien avec l'outil tableau de bord de gestionnaire ovin, puis j'ai une productrice que je suis qui m'a appelé il y a 2 semaines. Elle a vu son taux de mortalité, elle s'appelle Amélie. Elle a accepté de partager ses données avec nous aujourd'hui. Puis, elle était un peu en panique. Amélie, qu'est-ce qui s'est passé avec ton taux de mortalité? Oui, salut Marc-Claude. Tu vas voir, là, ça a vraiment pas bien été mes derniers groupes d'agnolage. Pourtant, j'avais essayé d'être plus présente en ferme quand on s'est parlé, mais tu vois, mes taux sont vraiment horribles. Là, je suis un peu gênée de mes données. OK, ben, faut pas être gêné, puis c'est pas si horrible que ça, mais coudon, est-ce que c'était beaucoup des morts-nés que tu as eu comme les groupes d'avant? Non, non, la mortalité, là, ça a bien été. Là, j'en ai plus perdu qui étaient des têtes dans des poches d'eau. Là, ça a bien été. Je les ai bien réchappés. C'est après que ça s'est mis à mal aller. Je sais pas, j'avais comme beaucoup d'agneaux et des boiteries. C'est quelque chose que je voyais pas avant. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. OK, on va aller voir ça de plus près. Dans le fond, quand je regarde ton graphique ici, en effet, je vois que tu avais beaucoup de morts-nés, puis le pourcentage de morts-nés tend à diminuer. Ça veut dire, ben, ça peut confirmer que je vais te croire, tu étais plus présente en ferme dans tes derniers groupes, mais c'est ça, c'est au niveau des morts 10 premiers jours. Ben, ça va être important que tu vois avec ton vétérinaire hein, pour tes boiteries, là, s'il peut traiter pour soulager ces animaux-là, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, pour que tu aies des boiteries comme ça. Euh, Dans le fond, toi, ça va être ton objectif, ça va être de diminuer ton taux de mortalité. C'est ça, tu m'avais dit que tu voulais comme baisser à 16%. Il va falloir, je pense, qu'on retravaille aussi sur les soins au nouveau-né, hein, si tu as donné suffisamment de colostrum, la désinfection des nombris. Fait qu'on va pouvoir se rappeler là, pour voir un peu c'est où qu'on va pouvoir travailler ces petits points-là. Mais il ne faut pas lâcher, Amélie. Parfait, merci. Comment? Marco, Oui, je t'arrête. Ben, t'as une question. Je ne sais pas si tu voulais la prendre. On a Pierre qui a la main oui, levée. Oui, ben est-ce que vous m'entendez? oui. Oui.
Super. Dans le fond, moi, j'aimerais savoir, pour la personne là, qui vient de parler, j'aimerais savoir si, voyons, c'est quoi la race de son troupeau? Est-ce qu'on est en race pure ou est-ce que, justement, c'est des F1 achetés là, de producteurs F1 qui ont... en tout cas, bref, c'est ça ma question, là. C'est quoi la race, essentiellement? OK, ben Amélie, dans le fond, sa race, c'est des brebis F1 Dorset Romanov. OK, OK. Puis il n'y a pas d'enjeu chez les autres producteurs. Y a-t-il des enjeux similaires chez d'autres producteurs qui ont des animaux qui proviennent de la même ferme sans nommer aucun nom naturellement, là? Ben, je suis pas sûre de bien comprendre ta question. L'idée, C'est c'est sûr que, l'idée, c'est de savoir si est-ce que ces problématiques sont génétiques ou si c'est vraiment des problématiques sur le terrain, en fait. ben ça, c'est sûr que c'est des cas. Tu sais, Amélie, ben, je sais pas si vous connaissez Amélie, elle travaille au CEPOC dans le secteur génétique. C'est c'est une petite simulation là, qu'on a fait. Là. Amélie n'a pas de mouton pour vrai, mais c'est des cas réels, en fait, là, on peut voir des taux de mortalité à 21,6 %. Puis c'est sûr que quand on voit que les mortalités arrivent surtout au niveau des morts-nés, ben, c'est pas nécessairement lié à la génétique, mais beaucoup plus aux soins qui vont être mis au niveau de la période entourant l'agnelage, là, puis la présence en ferme. OK, parfait, merci. Et de rien. Fait que comment qu'on va faire dans le fond pour nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est baisser le taux de mortalité. Qu'est-ce qu'on peut travailler pour améliorer notre taux de mortalité? Bien, on va pouvoir gérer les agneaux surnuméraires. On va faire les soins de base aux nouveau-nés, hein, désinfecter les nombris, s'assurer que les brebis ont une bonne qualité de colostrum. Vous avez l'outil réfractomètre Brix qui existe pour mesurer la qualité du colostrum, autant des brebis que du lait artificiel que vous pouvez faire, les recettes à la maison. Puis ça demande une présence aussi en ferme. Quand vous savez que votre période d'agnelage arrive, bien, assurez-vous d'avoir, demandez-vous, OK, ma période d'agnelage va commencer bientôt. Est-ce que j'ai déjà du colostrum en stock? Est-ce que j'ai suffisamment de personnes là, pour travailler à la ferme, pour gérer les agnelages et le reste des tâches, là, si vous êtes en été, par exemple, puis qu'il y a les foins à faire, ben, ça prend quand même une présence en ferme. Ici, dans le fond, c'est un exemple d'une prolificité faible, un producteur qui a une prolificité de 1,6 puis qui aimerait augmenter sa prolificité. Son objectif, ça serait de passer à une taille de portée à 2 agneaux par brebis. Comment on peut arriver à travailler sur notre prolificité? Ben, déjà, si on mise sur des races de brebis prolifiques ou des croisements prolifiques, on va en partant avoir un petit peu plus d'agneaux. Aussi, ben, il va falloir travailler sur l'alimentation. Les brebis prolifiques, ils vont avoir des besoins en énergie et en protéines plus élevés, surtout en fin de gestation et en lactation. Ça va être important d'avoir des fourrages de meilleure qualité possible. Faites vos analyses de fourrage, puis voyez avec votre conseiller si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ben, trouvez un conseiller là, qui va pouvoir vous faire des programmes alimentaires adaptés à vos fourrages pour vos brebis prolifiques. Puis, gênez-vous pas pour faire les états de chair chez vos brebis. Dans le fond, on les veut pas trop maigres, mais on les veut pas trop grasses non plus. Fait que c'est important de les suivre là, dans tous les stades de leur production. Puis, ayez une bonne communication avec votre vétérinaire aussi, là, afin d'avoir un bon plan de santé préventif. Des questions à se poser avant de se lancer dans une race prolifique, c'est est-ce que vous avez accès à un conseiller pour vous aider à ajuster vos rations selon vos fourrages? Est-ce que vous êtes capable de produire du foin de qualité en quantité suffisante, produire ou en acheter? Puis, est-ce que vous êtes prêt à gérer des agneaux surnuméraires? Ça demande une présence accrue lors des agnelages. Peut-être aussi une salle ou un parc d'allaitement artificiel. Est-ce que vous êtes prêt à gérer ça aussi? Le troisième indicateur clé qu'on va voir, c'est le nombre d'agneaux sevrés par brebis. Fait que, ici, dans le fond, Amélie, elle m'a rappelé cette semaine. Elle a réussi à augmenter sa prolificité parce que c'était un de ses objectifs. Par contre,
le problème qu'elle a eu, c'est que on voit ici, sa prolificité a augmenté, mais son nombre d'agneaux sevrés a diminué. Là, Amélie, je pense que tu as été surprise par les soins puis tout ce que les brebis prolifiques entourant l'agnolage, qu'est-ce que ça demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai vu que mon nombre d'agneaux nés était meilleur. J'étais super contente, mais j'ai beaucoup de mortalité. Puis je trouvais que mes agneaux étaient plus petits aussi. Comme on s'était parlé l'année passée, j'avais acheté des F1 pour augmenter ma prolificité. Mais c'est ça, je trouve mes agneaux plus petits que ce que j'avais avant. Puis même dans mon dernier groupe, là, j'ai même 2 brebis qui sont mortes. Là. J'ai appelé le vet, puis il m'a parlé quelque chose comme toxémie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop le dire que ça avait rapport avec l'alimentation. C'est pour ça que je voulais voir avec toi, là, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, hein. OK, ben tu as dû avoir des problèmes de toxémie de gestation, ça se peut-tu? Oui, c'est quelque chose comme ça. Là. Il parlait d'énergie. Je n'ai pas tout suivi ce qu'il disait. Fait que je me suis dit, j'allais t'appeler pour voir ce que c'était, là. OK. Ben, en effet, ça se peut que tu chez les brebis prolifiques, ben, ils peuvent être plus sensibles au niveau des toxémies de gestation. Pas nécessairement plus sensibles, mais ça prend des bons programmes alimentaires. Je vais te conseiller, Amélie, d'appeler ton conseiller pour qu'il revoie peut-être tes programmes alimentaires au niveau de tes brebis en fin de gestation. Parce que clairement il y a peut-être eu un petit... t'avais peut-être pas le foin adéquat là, pour des brebis prolifiques. Là. Ça va peut-être te demander une petite adaptation, mais je pense qu'avec un bon programme alimentaire, là, puis tes analyses de fourrage, là, ça va se rétablir rapidement là, de ton prochain groupe d'agnolage. Là, je serais pas inquiète pour la suite. Là. C'est bon. Fait que je vais appeler mon conseiller vérifier ça. Merci beaucoup. Oui, puis on pourra revoir aussi pour ta gestion au niveau des agneaux surnuméraires si jamais tu as besoin aussi plus tard. Parfait. Merci, Marc-Claude. De rien. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on aime voir, c'est oui, on désire avoir une meilleure prolificité. Par contre, il faut que le nombre d'agneaux sevrés suive, hein, sinon c'est beaucoup de travail de fait pour rien. Fait que ouais, ben dans le fond, pour gérer le nombre d'agneaux sevrés par brebis, ben, c'est un peu comme on vient de voir là, la gestion des agneaux, la gestion des femelles prolifiques, bon programme alimentaire au niveau des brebis en fin de gestation, puis en lactation. Puis au niveau des surnuméraires, ben, ça va prendre des soins, des désinfections de nombril, du colostrum, allaitement artificiel bien contrôlé aussi. Un autre indicateur clé qu'on voit ici, c'est l'intervalle d'agnolage. Amélie, elle m'a rappelé il y a un mois. Puis, son intervalle d'agnolage était à 307 jours. Qu'est-ce qui s'est passé, Amélie? Ben, tu sais, l'année passée, on avait essayé de mettre en place avec mon conseiller de la photo période. Puis là, j'ai essayé de suivre un peu le calendrier. Je connais pas ça beaucoup, mais là, j'ai eu comme beaucoup de brebis qui n'ont pas collé dans l'année. Puis j'ai essayé de les redéplacer puis les refaire saillir dans les groupes suivants. Mais là, mes groupes sont rendus tout mêlés. Là, je ne sais plus trop comment je repars tout ça, puis comment je me replace, parce que j'étais supposé avoir des agnolages aux 9 mois, puis là, c'est plus ça que j'ai. J'ai des groupes un peu n'importe quand, puis je sais plus trop comment m'en sortir. Ben, je vois, là, c'est ça, tu as un intervalle d'agnolage de 307 jours. Puis je vois ici que dans ton graphique d'agneau né, on a l'impression que tu as 2 groupes d'agnolage. Euh, Au niveau de ton intervalle, ton graphique d'intervalle d'agnolage, là, on voit que tu as des pics qui vont jusqu'à plus de 360 jours. Ouais, ben moi, je pense qu'il va falloir que tu rappelles ton conseiller puis que tu lui demandes de revoir ton plan de production pour améliorer ton rythme d'agnolage. On peut le rajouter là, dans tes objectifs là, de l'année. Je pense que juste de revoir ton plan de production, tes installations, puis ton calendrier de photopériode, puis rétablir tes groupes en groupe égal, ça va s'arranger. Puis après ça, ben, tu pourrais voir pour t'assurer là, de si t'es correct avec toutes les interventions qu'il y a à faire là, quand on est en production intensive comme ça. Là. C'est bon, merci. Fait que ça, c'est plus des graphiques qu'on aime voir sur une entreprise qui est en photopériode. Aux 9 mois, c'est environ 275 jours d'agnolage. Ça, c'est comme
la perfection presque. On voit aussi qu'il y a des agnelages, des groupes d'agnelage à l'année. Puis on est capable de voir même qu'au niveau des intervalles d'agnelage, ben, il y a une tendance vers la baisse, fait que le producteur il s'améliore au niveau de son intervalle d'agnelage. Comment passer à l'action en augmentant le nombre d'agnelages annuellement? Ça prend une régie entourant les techniques de dessaisonnement. Ça prend un bon calendrier de production clair qu'un conseiller va vous faire. Vous allez devoir avoir une régie rigoureuse, puis vous organiser en conséquence au niveau de l'alimentation, la main-d'œuvre pendant les périodes d'agnelage, les ventes d'agneaux aussi qui vont être plus régulières que si vous avez par exemple 2 groupes d'agnelage par année. Les protocoles que vous allez vous faire faire, ça va être important de bien les comprendre et surtout bien les suivre. Prévoir davantage de temps, là, ça je l'ai dit là, pour les périodes d'agnelage. Puis ceux qui visent une production au pâturage, ben, vous pouvez utiliser la technique de photopériode en extension lumineuse. Des questions à se poser avant de se lancer en photopériode, mais c'est est-ce que mes installations me permettent d'utiliser la photopériode sans gros investissement? Est-ce que j'ai le temps et la discipline pour bien suivre les protocoles? Fait que sachez dans quoi vous vous embarquez avant d'adhérer à ces plans de production-là. Puis si vous visez plusieurs groupes d'agnelage dans l'année ou un seul groupe, bien, ça va être travaillé différemment. Il y a aussi la régie entourant les accouplements. Des brebis, ça va prendre des brebis en bonne condition parce que c'est le rythme d'agnelage, il va être accru, puis les brebis ont moins de temps un petit peu pour se remettre en bonne condition que si vous faites par exemple un agnelage par année. Il y a le flushing, ça va prendre des béliers prêts à performer aussi. Les béliers peuvent avoir besoin eux aussi d'une photopériode. Puis des installations adaptées encore là, un système de manipulation, des regroupements pour pouvoir regrouper, travailler en fait pour faire les groupes de saillies, puis les soins aux brebis et aux béliers. Question concrète encore à se poser, c'est est-ce que j'ai un endroit où mettre mes béliers en photopériode? Est-ce que j'ai suffisamment de béliers pour couvrir mes brebis selon les bons ratios? Ou si je dois en acheter des béliers supplémentaires? C'est entre autres des questions que vous pouvez vous poser. Un cinquième indicateur clé, c'est la moyenne de poids moyen au sevrage. Amélie m'a encore rappelé cette semaine. Elle a constaté que son poids sevrage était plus faible qu'elle pensait. Oui, ben, j'étais comme un peu déçue quand j'ai vu mon tableau de bord. Là. Je pensais que j'avais des bons poids sevrage, mais quand je regarde les groupes de comparaison, finalement, je suis comme pas mal plus basse ou vers ceux qui performent moins bien. Fait que je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes performances au niveau du sevrage. Ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut voir, Amélie, ensemble, c'est tes agneaux. Est-ce que dès la naissance ou dans les jours qui suivent, est-ce qu'ils ont accès à une dérobée avec de la moulée, du foin de qualité? Oui, Est-ce ça, qu'ils je fais ont. ça. Tu fais Ça, je ça, fais ça. c'est super. C'est ça. Puis je Ils ont rajoute de la moulée puis du foin quand il en manque. Là. Quand il en manque seulement, OK, ben, Oui. on pourrait peut-être revoir cette méthode-là. Idéalement, il n'en manque pas. Les agneaux doivent toujours avoir accès à la moulée et un foin de qualité. Des bols à eau à flotte, idéalement aussi dans les parcs où il y a des agneaux soit en lactation ou à l'engraissement. Un bon programme alimentaire au niveau des brebis, aussi en fin de gestation. Est-ce que tes brebis ont produit suffisamment de lait? Est-ce que tu avais des agneaux à l'allaitement artificiel? Est-ce que ça a bien été ton allaitement artificiel? Ça peut jouer ça aussi sur le poids sevrage. Fait que c'est tous des petits points que tu pourrais regarder là, à la ferme. Ici, dans le fond, c'est un graphique d'un poids sevrage. Ben, ouais, vous voyez ici, si je reviens, là, il y a quand même, dans les derniers groupes, là, il y avait des poids sevrage là, en bas du 25% inférieur. C'est sûr que là, on se compare au groupe de référence. Si on vise un poids sevrage plus autour de 20 kg, ben là, on va vouloir peut-être plus un graphique là, comme ici, là, qu'on a des
c'est normal là, qu'on ne soit pas toujours par exemple, dans les 24 kilos, mais si on veut se comparer, là, ça va être graphique comme ça, plus qu'on va vouloir voir. Marie-Claude. Oui. J'ai juste Mario Pagé note l'écart d'âge au sevrage. Je sais pas si c'était juste un commentaire où il voulait se poser une question. Mario, si tu veux peut-être préciser ou peut-être Marie-Claude Oui, bien, pense- parce que là, euh, c'est un commentaire pour une précision, parce que là, c'est normalisé à 50 jours. Fait qu'on ne voit pas le spread d'âge ben, peut-être que vous l'avez et que je ne l'ai pas vu. L'écart, parce que si la personne est rigoureuse sur son nombre de jours pour le sevrage ou ça fluctue, ça peut avoir une influence assez grande sur le poids à ce moment-là. S'il avance des poids, parce que ses groupes sont trop gros, des choses de même, ça peut, on ne le verra pas. Ça donne une idée de la gestion des bandes là, à ce moment-là. Oui, mais dans le fond, tous les poids des agneaux au sevrage, tu sais, c'est ajusté. C'est des poids, ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est des poids ajustés à 50 jours. Ouais, mais c'est que ça ne donne pas l'écart. As-tu une cloche ou bien tu es étalé dans ton poids? C'est ça euh, un peu le problème. Tu as une moyenne. Une Oui, moyenne, ça camoufle, ça peut être un bon indicateur, mais tu ne vois pas ta cloche d'âge au sevrage ou ces choses-là. non, c'est C'est ces sûr. petits bouts-là qui peuvent Ben, être à vérifier. puis on connaît ben là, c'est parce que c'est une capture d'écran, là. Ouais. Je peux pas aller jouer dedans, là, mais en fait, je pourrais prendre peut-être une minute. Au pire, Marie-Josée va me chicaner tantôt si je dépasse mon temps un petit peu. Euh, Mettons, poids sevrage moyen, c'est qu'on connaît le nombre d'agneaux quand même dans le groupe. Ici, on voit qu'il y avait Mhm. 161 agneaux dans le groupe, avec un poids moyen ajusté à 50 jours de 19,3. Fait que c'est sûr qu'à 19,3 kilos, ben, c'est sûr qu'il y a des agneaux au-dessus de 20, puis il y a des agneaux plus à 15-16, puis même à des petits radais Mais peut-être aussi, là. Mais c'est plutôt pour voir si ton lot est homogène au point de vue âge, parce que ça va faire une distorsion sur ta moyenne automatiquement, là. Ben, là, peut-être Amélie, je suis pas Ouais, sûre je vais te des. jump dedans. Ouais. Dans le fond, je comprends ce que tu veux dire, Mario. On n'est pas capable de voir l'écart d'âge, mais Marc-Claude, elle peut te montrer, on a quand même l'âge moyen des agneaux, fait que ça donne une idée, est-ce que la personne a fait ses sevrages Ouais. plus tôt ou plus tard, mais tu n'auras pas l'étendue, dans le fond, de la période de temps où ce que OK. le sevrage a eu lieu. Puis normalement, qu'est-ce qu'on va recommander aux éleveurs commerciaux, c'est de faire leur peser, tu sais, peser tous les agneaux du groupe la même Mhm. journée. Puis nous, on gère les groupes pour essayer d'avoir des groupes, tu sais, pas trop étalés dans le temps. Souvent, on va les faire mois par mois ou 2 mois pour ceux qui sont en. Ben, c'est une période de 2 mois maximum pour ceux qui sont en photopériode avec des. Tu sais, souvent, on va suivre leur groupe à eux, mais ceux qui ont de l'agnolage en continu, on va les faire mois par mois. Fait que, tu sais, techniquement, OK. l'écart d'âge ne devrait pas être si grand entre les agneaux pesés dans le groupe, mais au moins, avec l'âge moyen, tu es capable de voir, ben, c'est parce qu'il a fait son sevrage vraiment tôt que les poids étaient plus bas ou il est fait vraiment plus tard pour d'autres raisons. Fait que, il y a ce petit graphique-là, tu pourras aller voir, là. C'est là. Parce que moi, Ouais. c'est pour être sûr, donc, tu sais que tu as des périodes où tu as plus de mise bas que d'autres, puis ça peut changer là, ta vitesse de rotation parce que tu manques d'espace. C'est pour détecter ces problèmes-là au travers des données qui sont là que je faisais l'intervention, mais c'est pas pire que ça là, à ce moment-là. Au niveau de la grosseur des groupes, Ouais, ben, si tu trouves que tes groupes sont plus gros puis que tu es pris pour aller sevrer un petit peu plus vite ou ces choses-là, tu sais, le spread, c'est important pour voir si tu as une moyenne, c'est une affaire, mais ton écart, c'est une autre affaire aussi qui est important dans une population. ouais, puis on le voit ici aussi, tu sais, il y a des pesées moyennes à 57 jours, puis ça va jusqu'à 73 jours. Ouais, c'est en plein ça. Ça va influencer là, ta normalisation à 50 jours à ce moment-là. Ouais. OK. Le poids est quand même ramené, ouais, ouais. Mais en effet, c'est des moyennes de groupe. Merci, Mario. Là, je pense que je t'ai revenu un petit peu en arrière, hein. Ouais.
OK. Dans le fond, comment qu'on peut travailler pour augmenter, améliorer en fait le poids au sevrage, mais aussi les GMQ, le gain, la croissance de nos agneaux, c'est que les conditions ambiantes, on veut des conditions bien contrôlées, un environnement physique aussi adéquat. Est-ce que les agneaux ont assez d'espace dans les parcs? S'ils sont en restriction alimentaire, est-ce qu'il y a suffisamment de place à la mangeoire? Abreuvoir à flotte, je talente souvent avec ça, mais j'y crois beaucoup. De l'eau propre en quantité, en qualité. Des parcs, c'est ça, des parcs propres, ben ça vient, ça va amener moins de maladies puis une meilleure conversion alimentaire. Une alimentation adaptée à nos objectifs. Puis, ça va être important de suivre de près aussi les performances, surtout suite au sevrage, là, si vous faites des pesées régulières des agneaux pour adapter l'alimentation, prévoir vos dates de sortie aussi, puis afin d'optimiser les indices de classification. Séparer les sexes aussi, suite au sevrage, faites rapidement la séparation des sexes, mâle-femelle pour l'engraissement. Vous allez pouvoir adapter mieux votre alimentation. Des questions concrètes qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai mis en place un calendrier de production annuel et planifié un prévisionnel de mes ventes d'agneaux selon les types d'agneaux que je produis? Est-ce que mes conditions ambiantes sont optimales? Est-ce que votre conseiller il a utilisé la trousse afin de mesurer vraiment et de valider les conditions ambiantes? Est-ce que j'ai un programme alimentaire aussi bien adapté à mes agneaux que votre conseiller va vous avoir fait selon vos analyses de fourrage? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec un bélier terminal améliorateur ou élite, même si vous priorisez les béliers sélectionnés sur leur indice génétique carcasse ou gain, vous allez voir une amélioration quand même assez rapide. Choisir la race de bélier terminal selon votre type de production, si vous faites de l'agneau de lait, l'agneau léger ou de l'agneau lourd, puis offrir un environnement idéal au bélier. Lui aussi, il a le droit à des belles conditions d'ambiance, des parcs propres. N'hésitez pas à faire les examens reproducteurs avant la mise à l'accouplement. Si vous avez des doutes sur vos béliers, vous pouvez faire des tests de fertilité aussi. Puis, c'est important de respecter là, les ratios bélier-brebis. Autre question concrète à se poser, est-ce que je sais lire et interpréter les indices génétiques lors de l'achat d'un bélier terminal? Les béliers, dans le fond, évalués sur le programme génétique Genovis, ils viennent avec des certificats qui, eux aussi, sont mis à jour toutes les semaines. Puis si vous avez des choix de bélier à faire, puis vous avez de la misère ou vous avez besoin d'aide à lire les certificats, gênez-vous pas pour appeler Amélie au CEPOC, là, elle va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Est-ce que vous avez assez de béliers aussi pour répondre aux besoins de votre troupeau? Puis la fertilité, là, on en a parlé aussi tantôt. Un sixième indicateur clé qu'on voit, c'est classement à l'abattoir. Dans le fond, on voit ici encore que les femelles ont tendance à déclasser. Puis on a des poids carcasses d'agneaux qui sont vendus environ à 21 kg. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question ici? C'est est-ce que je pourrais, dans le fond, abattre mes agneaux un petit peu plus pesants pour avoir un poids carcasse là, qui serait peut-être plus autour de 23-24 kg? Bien, c'est sûr qu'avant de prendre cette décision-là, il va falloir se poser aussi quelques questions puis déterminer des objectifs. Vos poids d'abattage, est-ce que vous avez l'espace en ferme pour abattre les agneaux plus pesants, donc probablement aussi un peu plus vieux? Est-ce que vous avez une alimentation adaptée à vos objectifs? On a vu que dans le graphique, les femelles avaient tendance à déclasser. Est-ce que ça ne serait pas pertinent de voir avec votre conseiller pour peut-être adapter l'alimentation de ces agnelles-là pour optimiser l'indice de classification? Puis, encore là, séparer les sexes des agneaux, puis suivez vos performances de près. Faites des pesées régulières de vos agneaux aussi en fin d'engraissement. Des petites questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que vous avez l'espace suffisant pour conserver des agneaux plus longtemps? Est-ce que vous avez une bonne gestion de l'alimentation de finition pour produire des agneaux ayant une épaisseur de gras adéquate?
Ça, vous pouvez voir ça aussi avec votre conseiller pour un bon programme alimentaire. Puis, voir les abattoirs que vous faites, où vous faites abattre, est-ce qu'ils accepteraient que vous ayez des carcasses plus pesantes, des animaux plus pesants. Dernier petit tableau là, qu'on va voir ici, ben, c'est le tableau un de mes tableaux préférés là, de l'aperçu des performances. Fait qu'en ayant ce tableau-là sous les yeux, ben, on va essayer de faire des liens entre différents paramètres. Là, puis c'est quand même très visuel là, à faire. On n'est pas obligé de naviguer d'une fenêtre à l'autre. Ici, moi, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que dans le groupe ici, on a eu une augmentation d'un pic de mortalité au niveau 0,50 jours, puis une baisse au niveau du poids sevrage. Moi, je me questionne ici sur peut-être une période d'avortement ou une maladie qui serait rentrée dans le troupeau, puis qui serait venue jouer dans le fond sur ces deux indicateurs-ci. Puis, dans ce cas-là, le producteur pourrait voir avec son vétérinaire, là, par exemple, s'il y a eu des avortements, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour prévenir ça au prochain groupe d'agnelage. Passer à l'action avec ces données. Dans le fond, prendre des données et les suivre, ça va permettre de se déterminer des objectifs de production. 1 ou 2 objectifs pourraient être établis à chaque année. Un objectif réaliste, évidemment. Ensuite, vous pouvez les faire parler, ces données-là. On a vu les indicateurs clés là, comme le pourcentage de la mortalité, le GMQ. On est capable, oui, de se comparer avec nous, dans le fond, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. On est capable de voir des tendances, des lignes de tendance. Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce qu'on se détériore? On est capable de mesurer l'atteinte de ces objectifs et s'ajuster. Fait qu'en fixant des objectifs, par exemple, si on veut améliorer notre pourcentage de mortalité. Je vais reculer juste ici. Suite au pic de mortalité ici, bien, on est capable de voir déjà juste en 3 groupes qu'on a amélioré notre pourcentage de mortalité. Fait que c'est quand même très visuel et très rapide là, comme constat. Puis, ben, on peut aussi se comparer aux groupes de référence, puis pouvoir identifier nos forces et nos faiblesses. Puis établir des nouveaux objectifs si on a atteint ceux-là qu'on s'était déjà fixés. Je vais passer la parole à Marie-Josée. Elle va vous présenter des petits cas. Alors, bonjour tout le monde. Ça va donner un petit break à Marie-Claude en même temps. Tu m'entends bien, Marie-Claude? Oui. Parfait. Donc, c'est ça, Marie-Claude a beaucoup parlé des indicateurs. Moi, dans le fond, je vais vous amener le petit côté, l'aspect plus économique, parce que c'est le fun de se fixer des objectifs, puis c'est le fun de passer à l'action sur nos objectifs, mais c'est encore plus le fun de mettre des chiffres, des signes de pièces derrière ça pour nous motiver encore plus à travailler sur nos objectifs. Donc, j'ai des petits scénarios à vous montrer rapidement. Ici, on a Mme Lucie Chippy. Mme Chippy, dans le fond, elle souhaite augmenter son nombre d'agneaux sevrés. Il y a différentes façons de le faire. Pour elle, c'est d'abaisser, vraiment de travailler sur son taux de mortalité. Elle est à 26%. Puis, elle a un troupeau de 400 brebis prolifiques, donc elle pourrait assurément faire mieux que 1,9 agneaux sevrés. Elle aimerait ça augmenter, dans le fond, sa productivité de 0,2 agneaux sevrés. Fait que c'est vraiment son objectif en travaillant sur la mortalité. Fait que Mme Chippy vend surtout du lourd à 24 kilos. Elle vend un peu de 25% de léger, qui est en moyenne à 73 livres. Puis, elle a des charges variables à 55%. Donc, vous notez ici que l'importance de connaître son coût de production, ses charges, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire plein de petits calculs à ce niveau-là. Donc, si on part avec les 400 brebis de Mme Chippy, on veut une augmentation de 0,2 agneaux. Certainement qu'on n'aura pas ça dans la première année, mais on peut se donner un objectif des 3 prochaines années peut-être. On se trouve à avoir 80 agneaux supplémentaires annuellement avec une amélioration de ce facteur-là.
Donc, pour Mme Chippy, qui vend 75% en lot, ça nous donnerait 60 agneaux de 24 kilos. J'ai sorti les prix des agneaux lourds là, pour la semaine en fait, la semaine 1 à la semaine 33. En fait, vous avez ça dans la revue de l'Ovin Québec. C'est très intéressant, là, le petit portrait statistique. Ça vous donne une référence des prix. Donc, il est à 15,40. Je suis partie de cette valeur-là. Puis, on arrive à un 22 176 d'argent supplémentaire. Puis 25 de léger à 73 livres. Du côté de l'Encan, Québec, la semaine du 3 novembre, je suis allée avec cette valeur-là. On était à 3,72. Je sais qu'il est encore plus élevé cette semaine, mais idéalement, on aurait pu l'avoir sur toute l'année, mais en tout cas, ça donne quand même une bonne idée du prix. Donc, on a réussi une augmentation de 5 431, ce qui nous donne un total aux deux de 25 607. Bon, madame est à 55 de charge variable, donc ce qui abaisse notre montant, notre revenu à 15 184 avant ASRA, ce qui est quand même très intéressant comme objectif, donc très intéressant et payant. Donc, ça fait un premier pas pour notre Madame Chippy. C'est ça. Ah oui, merci Marc-Claude. Du côté, c'est ça, il faut s'assurer évidemment de l'espace parce que souvent, on veut augmenter notre efficacité, on veut s'améliorer de ce côté-là. Bien, évidemment, ça donne plus d'agneaux égale plus d'espace. Fait que, tu sais, il faut toujours s'assurer que l'espace va suivre, qu'on est capable de répondre à ce critère-là parce que si on augmente le nombre d'agneaux, on n'a pas l'espace, ça augmente la densité, augmente le paillage, puis tu sais, on risque de ne pas être capable de suffire et avoir des problèmes de maladie. Puis évidemment, l'augmentation d'agneaux fait en sorte qu'on augmente aussi les quantités de concentrés. Toujours pour Mme Chippy, là, j'ai poursuivi dans le fond parce qu'elle s'est rendue compte avec sa conseillère finalement que c'était peut-être un petit peu serré, un petit peu trop serré, mais elle a atteint son objectif, puis là, on est un petit peu mal pris, mais il y a toujours lieu de voir de quelle façon on peut moduler tout ça. Puis j'avais fait le petit calcul en vendant peut-être plus d'agneaux légers, c'est-à-dire nos 80 agneaux supplémentaires annuellement. Pourquoi pas les shipper peut-être en léger pour réduire un peu l'espace du côté de la bergerie. Puis, on arrive quand même à un prix total de 21 000 en soustrayant les charges variables. On est à 11 949 avant ASRA. Fait que ça reste quand même tout de même intéressant de poursuivre l'objectif d'avoir plus d'agneaux sevrés puis d'en vendre une plus grande proportion en léger, là. Donc, je poursuis avec M. Willy Tremblay. M. Willy, lui, dans le fond, il veut augmenter le gain de poids de ses agneaux. Il trouve que c'est pas super. Il est à GMQ de 310 grammes par jour après sevrage. Il y a des brebis commerciales, puis il vend surtout du lot. Donc, lui, de la façon dont il veut augmenter son gain, il s'est dit, en fait, son conseiller l'a convaincu d'acheter des béliers améliorateurs avec des bons indices carcasse ou indices gain. Qui a fait l'achat, dans le fond, dernièrement, d'un bélier qui est à 10 supérieur de la race pour l'indice carcasse, soit à 2,35. Ce qui signifie, dans le fond, que son bélier, la progéniture de son bélier va offrir une progéniture des agneaux qui vont avoir un poids de 2,35 supérieur à la moyenne des béliers saisis dans le programme d'amélioration génétique. Fait qu'en partant de ça, on s'est dit, à 2,35, on est actuellement, M. Willy est actuellement à 310 grammes. Fait qu'on a une économie de 7,58 jours de moins d'engraissement en période de croissance avec l'acquisition de son bélier. Si on calcule ça pour chaque agneau, dans le fond, chaque agneau, dans le fond, est engraissé 7,58 jours plus rapidement. Ce
ce qui fait en sorte qu'on sauve 1,30 par jour pour chaque agneau. Ça, c'est des références qu'on a, des données qu'on a eues du SECPA, dans le fond, du CA-CPA. C'est la moyenne, en fait, les frais d'entretien pour la période de croissance post-sevrage. On arrive à une moyenne de 9,85 $ sauvés par agneau. J'ai fait le petit calcul que notre fameux bélier accouplait en moyenne 60 brebis par année. Puis la donnée, dans le fond, le nombre moyen d'agneaux sevrés dans cet élevage-là est de 1,9. Donc, on arriverait à 1123 d'économie par année pour M. Willy. Puis, sur 5 ans, si on ramène ça sur 5 ans, ben, on peut estimer que les frais d'entretien avec ce bélier-là se montraient à 5 615. Puis là, ben, j'ai osé aller jusqu'à dire, ben, si on était capable pour ce producteur-là d'aller chercher 9 béliers vraiment supérieurs, parce que pour un troupeau de 300 brebis, on peut penser que ça va prendre autour de 9-10 béliers maximum. Sur 5 ans, on a quand même une économie estimée de 50 535 $. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. C'était pour vous montrer l'importance aussi d'avoir des bons béliers. Je termine avec M. Junior Lenné. M. Lenné, lui, il souhaite augmenter ses performances en travaillant sur son rythme d'agnelage parce que actuellement, il fait seulement un agnelage par année. Puis là, il voit ses voisins qui font toute la photopériode, puis c'est donc bien le fun, puis ça va donc bien. Puis fait qu'il parle avec sa conseillère, elle lui propose de commencer avec un système sur 9 mois, une implantation sur 9 mois. Donc, on était avec des brebis commerciales, puis il est à 1,8 agneaux sevrés par année. Il fait surtout du léger, mais un peu de lourd aussi à 25 %. Fait qu'il passe, dans le fond, d'agnelage de 12 mois sur 9 mois. Fait quand on répartit le rythme d'agnelage sur 9 mois, on se trouve à viser un 1,33 agnelage par brebis par année. Ça, c'est le théorique. Mais sachez que souvent, quand on vise le 1,33, de ce qu'on voit sur le terrain, ben, c'est dur d'avoir. On ne peut pas comme avoir 1,33 chaque année. En moyenne, on obtient autour plutôt de 1,20 quand tout va bien. Donc, je suis partie avec les 800 brebis de M. Lenné, fois 0,2, notre 0,2 d'amélioration. On passe de 1 agnelage à 1,2. Donc, on se trouve à avoir 160 agnelages de plus. C'est vraiment une très bonne amélioration déjà. Avec 1,8 agneaux sevrés, on a 288 agneaux supplémentaires. Donc, du côté de la vente de lourd, je suis allée avec les mêmes montants. Il est un petit peu plus lourd. Il pousse à 25 kg en moyenne. Puis, c'est léger, un petit peu plus bas à 71 kg. Fait qu'on est à 83 160 pour la vente de lourd, puis 19 016 pour la vente de léger. On a un total ici de 102 176. Mais M. Lenné fait ses charges variables sont un petit peu plus élevées que Mme Chippy. Donc, on est quand même tout de même avec un bon revenu très intéressant malgré tout. On est à 58 240 avant l'ASRA. Donc, c'est vraiment une belle amélioration en voie d'être fait pour M. Lenné, si ça fonctionne bien, l'implantation. Puis encore une fois, je repèse ici ce crayon pour dire l'importance de l'espace. Avant de faire quelques changements que ce soit qui fait augmenter le nombre d'agneaux lourds ou d'agneaux légers, peu importe, c'est bien de calculer l'espace. Ici, on voit qu'un agneau lourd a besoin en moyenne de 0,75 m par tête. On a 288 de plus à mettre quelque part dans la bergerie, ce qui fait en sorte que ça nous donne 216 mètres carrés supplémentaires répartis en 4 groupes. Parce que souvent, quand on travaille en photopériode, ben, on est à l'année, on fonctionne souvent par 4 groupes ou 6 des fois qu'on peut voir. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce côté-là pour vous montrer
la valeur que peut avoir l'augmentation des performances selon les différents indicateurs clés que vous souhaitez améliorer ou que vous avez comme objectif. Est-ce qu'on n'avait pas d'autres... je te relance la POC, Marie-Claude. Merci Marie-Josée. C'est toujours intéressant de mettre des chiffres sur que des fois, juste des tout petits changements, ça peut quand même paraître pas mal à la fin de l'année. On va voir maintenant comment intégrer la collecte de données. On a vu tout à l'heure c'est quoi les données à transmettre, les données au niveau des agnelages, les identifiants, les pesées des agneaux, les identifiants des parents, puis on aurait aussi une pesée à faire au sevrage, puis une pesée à faire en moyenne à 100 jours. Ces données-là, dans le fond, ça va être important de vous établir des routines de travail. Hein. Idéalement, qu'est-ce que je suis habituée de voir? Par exemple, pour les sorties des animaux, autant les ventes que les mortalités, puis les mortalités autant au niveau des agneaux que des brebis. Des fois, il y en a qui envoient leur mise à jour d'inventaire à Saint-Pitrace. Vous pouvez tout simplement l'envoyer en même temps au CEPOC. C'est juste que ça prend les bonnes dates de mortalité. On a vu tantôt dans le graphique période de mortalité. C'est pertinent de savoir les morts nés, les morts dans les 10 premiers jours, les morts dans les 11 jours sevrage. Fait que pour ça, la date de mortalité va être bien importante. Les bonnes dates de naissance aussi. Vous pouvez voir avec votre conseiller aussi, c'est quelles données qui va vraiment être utile pour vos objectifs d'élevage, quelles données vous voulez suivre. Intégrer la collecte de données puis l'envoi des données. Plus rapidement, vous envoyez des nouvelles données. Par exemple, quand vous avez un groupe d'agnelage déterminé, puis vous faites une pesée sevrage, plus tôt vous envoyez ces données-là, plus tôt vous êtes capable de réagir si vous avez eu des problèmes au niveau de la mortalité, si vous avez un poids sevrage qui vous satisfait pas, vous allez être capable de réagir plus rapidement que si vous envoyez vos données une fois ou deux par année, que là, des fois, les répercussions vont sur les groupes suivants. Choisir des bons outils adaptés à vos besoins. Il y en existe beaucoup des outils. Il y a des logiciels de régie, il y a des applications, il y a des bâtons de lecture, des indicateurs de balance. Ça peut être tout simplement un fichier Excel maison. L'important, c'est de prendre les données puis d'avoir un outil qui est adapté à vous puis qui vous satisfait, vous, afin de faciliter votre travail. Puis responsabiliser les personnes impliquées. Si c'est un employé qui s'occupe de faire les pesées des agneaux, assurez-vous qu'il est bien formé pour prendre les notes, qu'il prenne les bonnes notes, puis qu'il soit au courant là, de toutes les données qu'il doit prendre comme il faut. Ensuite, il y a l'intégration numérique. Vous savez peut-être aussi là, que si vous avez, par exemple, un calendrier de production en fichier Excel, vous pouvez tout simplement le pousser dans votre iPhone ou votre calendrier Outlook, puis ça peut vous faire des petits rappels aussi pour les peser. Des fois, c'est intéressant d'avoir des petits rappels. Ça fait le tour un petit peu du webinaire. Dans le fond, on a travaillé dans un projet depuis l'automne dernier, l'automne 2024, qui a servi à développer une offre de service. On a travaillé avec 12 productrices et producteurs. Puis, on avait 3 conseillères aussi sur le projet qui, elles, étaient accompagnées de leurs producteurs. On travaillait avec leurs producteurs aussi. On vous remercie encore beaucoup. Ça a été un beau projet. Vous étiez une belle gang dynamique là, qui nous a permis de développer, de tester notre offre de service, notre offre d'accompagnement. On a aussi développé un rapport personnalisé là, dans ce projet-là dont on est bien fiers. Dans le fond, c'est le nouveau service conseil en régie de troupeaux ovins. Qu'est-ce que ça inclut, dans le fond, ce service conseil-là? Ça inclut une visite à la ferme, ça inclut des rencontres de suivi virtuel, rencontres de démarrage. Vous avez accès aussi à l'outil tableau de bord à l'année en tout temps. C'est un lien Internet. Un coup que le lien est téléchargé, dans le fond, vous n'avez plus besoin d'Internet. Si jamais vous n'avez pas Internet à la ferme, vous avez juste à ouvrir votre page de tableau de bord, votre rapport,
Puis vous pouvez naviguer dedans là, sans la nécessité d'Internet. Puis on vous produit aussi un rapport personnalisé avec une analyse globale et des recommandations. Je vais prendre juste une petite minute pour vous le montrer, juste donner une petite idée de qu'est-ce que ça donne. Dans le fond, ici, c'est de novembre 2024 à novembre 2025. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met dans la colonne B vos résultats en date du jour de la visite, par exemple. On cible avec vous des objectifs ici ou pas. Hein? Si vous ne voulez pas, par exemple, plus que 2,6 agneaux nés par agnolage, ben on maintient ça. Ensuite, on fixe ensemble des objectifs, 1 ou 2 objectifs dans l'année avec quelques petites recommandations. Fait que c'est le rapport personnalisé qu'on produit pour vous. Je vais juste revenir à ma présentation. On accompagne aussi les intervenants qui veulent offrir le service à leur clientèle. Fait que les intervenants qui suivent des producteurs ovins qui désirent adhérer à l'outil, ben, ils peuvent tout simplement prendre l'outil, puis on répond à vos questions là, si vous n'êtes pas à l'aise avec le tableau de bord. Marie-Josée va mettre un lien dans les commentaires. Si vous voulez que je vous présente le tableau de bord plus en détail, si vous voulez que je fasse une petite démonstration gratuite, vous avez soit le code QR ou vous pouvez prendre le lien pour réserver une plage horaire de 45 minutes, là, puis on peut prendre le temps de voir plus en profondeur, qu'est-ce que ça implique, puis vous présenter plus en détail le tableau de bord, parce que là, on a fait ça quand même assez rapidement. Marie-Claude? Oui. Je viens de déposer le lien. Peut-être juste revenir à la page d'avant, juste préciser ou ajouter, dans le fond, que le nouveau service que Marie-Claude va offrir, dans le fond, ça va être finançable auprès des producteurs par le réseau Agri-Conseil de votre région. Donc, de 50 à 65 ce qui revient vraiment avantageux là, pour l'offre de service qui est offerte. Là. Fait que les producteurs vont pouvoir avoir accès à du financement du côté de leur réseau Agri-Conseil. En effet. Merci. Fait qu'il nous reste quand même une vingtaine de minutes si vous avez des questions ou des commentaires. Gênez-vous pas, on s'était gardé une 20-30 minutes pour les discussions, les commentaires, les questions. Là, je vois que Pierre, c'est ça? Pierre a la main levée. Allez-y, Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Ben, d'abord, merci pour pas ces photos-là, mais les autres photos au travers de la présentation, c'était des dorsettes de chez nous. C'était bien le fun. Ben, c'est ça, c'est Pierre-Alexandre. Oui, c'est ça, exact. Salut. Fait que, bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre-Alexandre, bergerie des petites laineuses. Dans le fond, moi, je suis producteur de dorsettes. Fait que je trouve ça toujours le fun. Hein, ces présentations-là sont souvent axées sur les races prolifiques, puis la prolificité, puis tout ça. Puis moi, j'ai un modèle d'affaires qui est très différent parce que, tu sais, les dorsettes, moi, je suis plus autour d'un 1,9, 2, mais j'ai pratiquement pas de mortalité. Tu sais, c'est un modèle qui est complètement, on va dire, ben, pas complètement différent, là, mais qui est moins connu, là, on va dire. Puis, mais bref, c'était pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais amener comme point, c'est on parle beaucoup là, de comment améliorer ses performances à la ferme, mais pour améliorer ses performances, il y a d'autres manières aussi, comme par exemple de diminuer les coûts. En fait, de diminuer les coûts, ça peut paraître beaucoup, puis je trouverais ça intéressant si dans le futur, c'est une suggestion de même, puis on verra où ça s'en va, là, mais si on pouvait associer les performances avec les coûts de notre entreprise. C'est ça, moi, dans mon background, j'ai travaillé au CPA, justement, entre autres, puis là, je fais de la comptabilité maintenant, puis tout ça, puis je suis agroéconomiste, puis je m'attarde beaucoup aux coûts de mon entreprise, dans le fond, puis je trouverais ça intéressant si justement les performances de nos entreprises via un tableau de bord comme ça pouvaient être justement par la suite là, comparées avec comment ça nous a coûté faire un agneau. Parce que tantôt, justement, je voyais là, une dramatisation, là, un calcul qui avait été fait qui disait ben, si on augmente notre prolificité dans notre troupeau, ben là, on va avoir X nombre de piastres de plus.
Or, ça change quand même beaucoup la structure des coûts de l'entreprise si on a plus d'agneaux à gérer par brebis. Tu sais. Ça veut dire plus de lait à acheter, plus de temps, des agneaux qui naissent plus petits, etc. Dans le fond, ça amène toutes sortes d'autres. Ouais, mettons, Lucie Chippy, là. C'est comme mon exemple, tu sais, parce que les charges variables à 55 bien, cette structure-là va tout changer, justement, dépendant de la prolificité là, dans le groupe. Oui, tu as raison. Ça va peut-être passer de 55 à 60. Tu sais, c'est de voir la balance qui reste. Effectivement, je suis allée comme avec des chiffres grosso modo, mais c'est de là puis que je dis l'importance de connaître aussi son coût de production là, parce que il est souvent élevé pour plusieurs. Là. Tu sais, j'ai regardé la moyenne justement au CMCA qui est comme indexé 2023, puis on est à 57 là, de moyenne, là, puis il y en a que ça va. En tout cas, toi, je ne sais pas les valeurs que tu as de référence, là, mais c'est très élevé, puis c'est un très bon point, moi je trouve, là, de travailler là-dessus, puis de l'intégrer au tableau de bord, ça se discute déjà, là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut amener. On travaille actuellement à l'amener. L'outil est nouvellement sorti il y a quelques années. Le service vient d'être lancé, je peux dire. Puis oui, on veut intégrer vraiment une portion économique, c'est super important. Mais c'est sûr qu'on n'a pas trop jasé aujourd'hui parce que c'était vraiment l'amélioration des performances techniques à la ferme avec grâce aux données, mais ça pourrait faire office un autre webinaire éventuellement lorsqu'on aura intégré le côté économique à ça. Puis, on veut se joindre justement à des agroéconomistes, puis ça fait partie de nos projets futurs là, pour le tableau de bord. Là. Ça marche. Si tu veux du monde pour tester, tu veux me lâcher un coup de fil. Moi, Ben là, j'ai déjà retenu participer. ton nom. Là. Je vois qu'on Ouais. aurait quelqu'un d'intéressant. Ça marche, ça marche. Mais j'ai bien aimé aussi l'exemple juste après là, par rapport aux béliers améliorateurs. Là. Pour Ouais. ceux qui ne savent pas, je vends aussi des béliers d'Orset accessoirement qui sont améliorateurs. Donc, c'est bon, ma petite pub est faite. Je passe la parole au prochain. Merci. Là. Merci, Pierre. William. Oui, salut. Salut. Dans le fond, moi, j'ai super aimé ça. J'ai bien aimé la présentation, puis j'ai vraiment aimé l'outil justement de benchmarking par rapport à des intervalles, là, le 25 inférieur, 25 supérieur. Ma question, en fait, c'est comme vétérinaire, comment je fais pour avoir accès à ça chez les clients? Est-ce que dans le fond, j'ai un code d'accès par client si le client me donne accès à son logiciel ou à son outil à lui? Ou Ouais. c'est quoi le fonctionnement pour ça? C'est comme ça, dans le fond. C'est si tu es un producteur qui a l'outil, qui adhère à l'outil, il peut te donner accès à son rapport, dans le fond, à son tableau de bord. Puis toi, tu peux aller le consulter au besoin quand tu veux, ou si lui te dit j'ai un trouble, tu irais-tu voir mon tableau de bord, tu as accès en tout temps aussi, là. Mais c'est Parfait. lui qu'il faut qu'il te donne son accès, puis c'est lui qu'il faut qu'il adhère à l'outil. Et les coûts pour le producteur d'adhésion, ça ressemble à quoi? Juste l'outil, dans le fond, c'est 300 $. Par C'est le année même. ou Ouais, une fois? c'est 300 $ par année. S'il prend le service d'accompagnement avec moi au CEPOC, c'est 800 $. Puis là, il y a accès au réseau, là, soit à 50 ou 65 %. Oui, parfait. Puis ça, nous autres, mettons, en tant que consultant externe vétérinaire, mettons, est-ce qu'ils ont accès aussi à une subvention ou ça, tu le sais pas avec le réseau Agri-Conseil? Ben, veux-tu que je réponde, Marie? Ouais. Oui, William, en fait, il s'agirait par contre que c'est possible, il s'agirait que vous vous inscriviez au réseau en tant qu'offrant de service, simplement. OK. Donc, nous pour pouvoir accéder à offrir le service sous le tag Agri-Conseil, on a dû comme faire approuver notre offre de service et avoir l'approbation simplement, là, mais c'est pas compliqué. Puis ensuite de ça, tu trouves à être inscrit auprès des réseaux comme offrant de service. Puis à ce moment-là, ça donne le droit à ton producteur d'avoir le financement là, de 50 à 65 %.
Puis peut-être préciser, comme pour Marie-Claude, par exemple, 800 ça donne accès au producteur à 8 heures de service conseil. Fait que pour un producteur qui est financé à 50 ben, ça y en coûte seulement 400 pièces. Puis pour celui qui est financé à 65, ben, c'est juste 280 là. Fait que, quelqu'un qui est financé à 65, ça revient moins cher que de prendre juste l'abonnement parce qu'on ne peut pas financer juste l'outil comme tel. L'abonnement à l'outil, on n'aurait pas pu financer. Quelqu'un qui veut juste l'outil, ben là, ça ne se finance pas. C'est vraiment le service conseil comme tel, le 8 heures qui est financé. Là. OK. Non, c'est Puis super si je peux intéressant. ajouter aussi quelqu'un qui est déjà qui est déjà sur le programme Genovis, s'il prend l'outil tableau de bord avec ou sans le service d'accompagnement, Genovis lui revient à 150 au lieu de 300. Parce que Genovis aussi, c'est 300 par année. Fait qu'il y a comme un rabais de 150 pour son adhésion de Genovis. OK. Bon, puis j'imagine que c'est un outil qui est en constante évolution. Puis, mettons les trucs comme les taux de fertilité, puis ça pourrait être quelque chose qui serait ajouté comme dans le futur, ou les moyennes de jours entre l'agnelage puis la mise au bélier ou des trucs comme ça. Là. Ben, c'est sûr qu'on prend toutes les demandes, on en a eu beaucoup quand même. Il y en a qui sont plus difficiles peut-être à mettre en application, il y en a qui sont impossibles, mais il y a vraiment beaucoup de modifications qui ont été faites là, à la fin de l'été, début de l'automne. Fait que oui, c'est sûr qu'on prend toutes les idées, puis quand c'est possible, on le modifie. Bon, ben merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Merci, William. J'ai Bianca qui a une question dans le fond qui demande sur quoi il se base pour avoir 50 ou 65 bon, j'imagine que tu fais référence au réseau avec conseil. Donc, c'est que dans chaque région, ils ont comme un peu le dernier mot de dire si, par exemple, la production ovine fait partie des productions en émergence ou à prioriser. Fait que dans ce cas-là, parce qu'à la base, c'est 50 puis sinon, ben, pour une région comme Bas-Saint-Laurent, c'est la mienne, fait que je le sais, Bas-Saint-Laurent, ils ont décidé que encore cette année, ben, ça faisait partie d'une production à prioriser. Donc, ils l'ont comme upgradé à 65 C'est que les producteurs du Bas-Saint-Laurent, ils ont droit au financement à 65 mais il s'agit d'aller voir, là, je vois quelqu'un, oui, merci Marca de le partager. Puis des fois, j'ai été voir, puis des fois, faut les appeler parce que c'est pas clair tout le temps. Fait que des fois, il faut juste comme prendre le téléphone, les appeler, puis voir avec eux si c'est considéré. Parce que j'ai vu des régions qui mentionnaient, par exemple, pour être considéré, bon, en démarrage, tu avais le 65, mais il faut que tu fasses plus, par exemple, de 200 000 par année de revenus. Quelque chose comme ça. Fait que là, c'est le producteur qui doit vraiment comme passer un petit coup de fil, évaluer avec le conseiller du réseau pour voir s'il a accès plus aux 65 ou si c'est juste 50 finalement. Là. Il y a Mais aussi pour, par exemple, les productions bio, là, ouais. dans toutes les régions, je crois qu'ils ont plus. Là. Oui, ça suffirait d'aller voir, là, je ne pourrais pas dire, mais ouais. Est-ce que ça répond, Bianca, à ta question? J'ai une autre question. Clémentine, elle a une question. Tu veux-tu que je te la lise, Marc-Claude? Oui, je l'ai ici. Okay. Bianca a dit oui, ça répond bien à sa question. Clémentine, comment se transfèrent les données? Est-ce aussi automatique que Bergère? Aurais-je un intérêt à ajouter le tableau de bord à ma régie ou est-ce que ça ferait doublon? C'est sûr que tu as un super intérêt à ajouter le tableau de bord à ta régie. En fait, les données, ben, sont envoyées au CEPOC, puis c'est des employés au CEPOC, là, Julie, puis Thomas, par exemple, ou Amélie, qui vont rentrer les données dans la base de données, puis ça va être mis à jour la fin de semaine. Fait que c'est sûr que c'est pas aussi instantané que Bergère, c'est pas toi qui vas rentrer tes données, puis tu sais, c'est quand même rapide, là, c'est dans la semaine suivante. Bergère, c'est vraiment... Hein? Vas-y, Marc-Claude, je te laisse finir. Je voulais juste ajouter. Je te laisse finir. Bergère, c'est vraiment un logiciel de régie. Le tableau de bord, c'est pas un logiciel de régie, mais quand même, je trouve que c'est un outil super intéressant pour voir rapidement les performances
puis les points à améliorer sans avoir à extraire des rapports. Je trouve qu'il va travailler, il est très visuel, puis on va pouvoir rapidement voir où sont les points à améliorer. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, Marie-Josée? Ben, c'est ça, j'allais dire comme toi, là, c'est pas un logiciel de régie de troupeau comme Bergère. Il y a des producteurs dans le projet qui avaient Bergère, qui travaillaient avec Bergère, puis dans le fond, ils ont simplement poussé les données de Bergère ils ont poussé au CEPOC, dans le fond, puis ça n'a pas été nécessairement du tout compliqué, là. Il n'y avait pas à rentrer des nouvelles données, si tu me corrigeras, Marc-Claude. Fait que ça leur a permis d'essayer le tableau de bord, de voir qu'est-ce qu'il apportait. Puis je pense que ça, c'est possible, Clémentine, si tu voudrais voir, est-ce que le tableau de bord pourrait être un complément à Bergère, parce qu'il ne remplacera pas Bergère, mais ça pourrait être un complément pour toi. Ben, tu pourrais en faire l'essai si tu veux, là. C'est quelque chose qui pourrait être offert, là, qui peut être offert pour que tu vois un peu les avantages, parce que tu as déjà des données, j'imagine, si tu collectes déjà des données, bien là, c'est facile de pousser tes données dans le tableau de bord, puis on aurait déjà des données tu verrais déjà qu'est-ce que ça peut donner, puis je pense des fois, c'est plus de l'essayer, là. OK. Marika, allô Marika, je lis ta question. Est-ce que le nouveau service conseil offert par le CEPOC se limite au démarrage et suivi du tableau de bord dans une entreprise où ça peut aller plus loin, recommandation de la programme alimentaire ou implantation de OK. Vite, je te laisse répondre, Marie-Claude. Ben, en fait, c'est sûr que je vais pas là du tout là, dans les programmes alimentaires ni dans les techniques de dessaisonnement. C'est vraiment un service d'accompagnement en lien avec l'outil tableau de bord. Il n'y a pas de plan de production, de plan de photopériode qui peut être fait par moi. Ça, je laisse ça au conseiller. Puis il n'y a pas non plus de plan de ferme ou de... Dans le fond, on ne va pas là du tout. C'est vraiment qu'est-ce qui est en lien avec le tableau de bord. Le démarrage, c'est le démarrage de l'outil. Si tu parles du démarrage de l'outil, c'est vraiment en lien avec ça aussi, là. Ouais, démarrage, puis c'est ça, suivi, tu sais, il y a un suivi de, tu sais, tous les aspects, les critères que Marc-Claude vous a parlé tout à l'heure, qui sont vus, les indicateurs de performance. C'est sûr que Marc-Claude, elle va vous amener des aspects à corriger, de la prévention à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées dans le cadre de ce service conseil-là, mais on n'embarquera pas dans, comme a dit, les programmes alimentaires. Puis l'idée aussi de ce service-là, c'était pas de prendre, par exemple, la place des conseillers qui sont déjà implantés, mais on veut travailler avec eux. Mais des fois, il manque peut-être un peu de ressources. Les conseillers, des fois, ils vont pas nécessairement dans tous les coins du pays. Puis ils aiment ça être accompagnés aussi comme avec le CEPA comme service de deuxième ligne parce qu'on demeure un service de deuxième ligne. Donc, ça fait comme un peu un complément, mais on va beaucoup comme prioriser les conseillers, les enligner vers les conseillers le plus possible. Puis je dirais, tu sais, dans le projet, il y avait quand même la majorité des producteurs qui étaient, qui avaient des conseillers, puis on a vraiment travaillé avec les conseillers là, pour leur montrer ben, comment que le tableau de bord fonctionne, puis qu'ils puissent accompagner leurs producteurs aussi, là. Amélie, elle a complémenté notre réponse pour Clémentine. Le transfert ne se fait pas automatiquement comme vers Attestra, mais on utilise la même extraction de données que celle prévue pour les utilisateurs de Genovis. Le transfert de données de Bergère vers le tableau de bord va généralement très bien. En effet, les producteurs, ils poussent leur groupe d'agnelage, ils extraient leur groupe d'agnelage, pesée, sevrage, puis je pense que c'est des pesées de contrôle dans Bergère. Ben, vous prenez, il suffit de prendre la pesée de contrôle qui fit là, dans les dates là, pour la pesée 100 jours, par exemple. Il y Ça a ne demande Pierre pas qui a la de main travail levée. supplémentaire. Ouais, je ne savais pas si c'était une vieille main ou Pierre-Alexandre. Ouais, c'était une vieille main, c'était une vieille main. OK. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Commentaires?
Dans le fond, si vous voulez, vous avez le lien, soit le lien, je vais juste remettre la diapo, le lien dans les commentaires ou le code QR ici, là, si jamais vous voulez qu'on regarde plus en profondeur le tableau de bord, une petite démo. Je le remets. S'il n'y a pas d'autres questions, il reste 5 minutes, soyez pas timide. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement, Marc-Claude. Oui. Juste le temps que les gens quittent.